Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes sur le matin, on va faire la place à présent à la causerie débat et pour le premier sujet de cette causerie, nous allons parler de la mise en service du port sec de Parakou, quel impact sur l'économie nationale, Gilles Christ. Bien sûr, et pour en parler, vous les voyez déjà sur ce plateau, Mathias Koulodji-Dedjan, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes contrôleur qualité dans une société de la place. On ne vous présente plus. Vous êtes acteur politique aussi. Merci de votre présence. À vos côtés, Simplice Akhoton, bonjour. Bonjour Gilles Christ et bonjour aux amis téléspectateurs. Journaliste, analyste politique aussi. Mais merci d'être là. On ne parle pas typiquement politique ce matin, mais vous êtes là. Vous faites votre baptême de feu sur cette émission. Bienvenue. Merci. Et puis, Ange Banouin, qui est habitué à ce plateau, directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour Claudine et bonjour aux amis téléspectateurs. Merci à tous d'être là ce matin. Ange Banouin, par une note circulaire en date du 7 juin 2019, prise par le directeur général des douanes et droits indirects, Charles Inoussa Sakaboko, il a notifié donc que la mise en service du port sec de Cotonou est vraiment effective. Voilà, de Parakou, pardon, le port sec de Parakou est effectif. Ange Banouin, comment analysez-vous cette décision-là, enfin la mise en service du port sec? Écoutez, il faut dire que pour toute nation comme le nôtre qui bénéficie quand même d'un littoral et d'un port, il était de bon ton quand même qu'à un moment donné qu'on puisse voir comment redynamiser ce port. Et quand vous savez que le port de Cotonou, considéré comme le port naturel des pays de l'Interland, il fallait prendre des dispositions pour faciliter à ces derniers-là, à ces pays, de pouvoir y avoir accès dans des conditions les plus optimales. Et mieux dans la mesure où nous sommes dans une sous-région où les ports, dans une certaine mesure, à l'avantage des opérateurs économiques, se concurrencent et offrent des services qui permettent aux opérateurs économiques de pouvoir mieux jouir de leurs prestations. Et mieux, quand on regarde le chemin qui mettait sur orbite la boucle ferroviaire qui devait normalement partir du Cotonou pour Niamey et un contournement par le Burkina pour aller du côté de la Côte d'Ivoire, qui du côté béninois, du Bénin-Niger, et pour l'instant est en suspens pour des mesures de redéfinition de ce chantier-là. Et il fallait tout au moins, dans cette dynamique, prendre des dispositions tout au moins pour soulager un peu la peine des opérateurs économiques des pays de l'Interland. Et c'est aussi de point de vue stratégique, quand on sait qu'à côté de nous, il y a le port de Lomé, qui est l'un des ports aussi qui, dans une certaine mesure, challenge celui de Cotonou. Et quand on sait également que le port, pour des pays comme les nôtres, est considéré comme l'économie, le poumon de l'économie nationale, il fallait redynamiser ce port-là à travers des mécanismes plus opérants qui permettent aux opérateurs économiques d'avoir des prestations plus ou moins à temps, fluides, et pourquoi pas qui puissent leur alléger la tâche en ce qui concerne le transit vers les pays de l'Interland. Et dans cette dynamique, c'était tout au moins c'est de bon ton que cela puisse advenir, parce que ce serait également un coup de pouce, parce que lorsque ce port sec est mis en service, ça fera également, cela va pouvoir aussi influencer la rentabilité du port de Cotonou, parce que les tracasseries qui devaient s'opérer peut-être à Cotonou, qui devaient certainement ralentir les prestations en termes de dépotage et d'empoutage, cela sera véritablement revu. Et mieux, la distance entre les pays de l'Interland est, dans une certaine mesure, réduite. Réduite, bien sûr. Très bien. Mathias Koulodji-Dedjan. Oui, moi je voudrais quand même partir du fait que depuis l'arrivée du gouvernement en 2016, il y a eu un constat qui a été fait, que partagent d'ailleurs beaucoup de Béninois. Les Béninois ont montré leurs limites à bien gérer même le port autonome de Cotonou. Ce qui a amené le gouvernement même à confier la gestion de ce port-là à un opérateur privé qui s'y connaît en la matière. Avec toutes ces mesures, je crois que les problèmes ont continué, parce qu'on entend quand même des opérateurs qui disent le temps que met le port autonome de Cotonou même pour pouvoir sortir un certain nombre de conteneurs est très long. Et il a également fait allusion tout à l'heure à notre chemin de fer, qui reste quand même un problème, puisque vous n'êtes pas sans savoir tout le désordre qu'il y a eu par rapport à la construction
du chemin de fer qui n'a même pas démarré jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux parler du chemin de fer. L'épine dorsale. Voilà, l'épine dorsale. Donc, je pense que pour moi, peut-être le gouvernement est en train de voir juste aujourd'hui de mettre en service le port sec de Parakou, qui, d'une manière ou d'une autre, permettra de désengorger un tant soit peu le port autonome de Cotonou. Si effectivement on prend bien des mesures, en tout cas fortes, qui sont respectées à la lettre, parce que vous n'êtes pas sans savoir même que le port sec d'Alada est à côté. Pourtant, il y a un certain nombre de problèmes que posent les opérateurs qui se rabattent aujourd'hui sur le port de Lomé. Et j'ai lu un peu quand j'ai vu le sujet, et apparemment il y a même des opérateurs économiques qui ont des entrepôts au port autonome de Cotonou. Mais par rapport même aux opérations d'empotage, on leur demande de se rendre d'abord à Alada. Et lorsque on finit l'empotage à Alada, on les retourne encore au port autonome de Cotonou pour d'autres formalités. Ce qui ne facilite pas toujours, parce que c'est des coûts. Un opérateur qui doit déplacer son conteneur du port autonome de Cotonou pour Alada et retourner encore au port autonome avant maintenant de faire d'autres formalités pour quand même partir. Et je pense que c'est difficile. Et si le port sec de Parakou vient aujourd'hui pour quand même non seulement rapprocher, par exemple, les pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, pour les rapprocher davantage du site où ils vont faire désormais leur opération et consorts. Mais toutes ces mesures ne pourront pas marcher si et quand même le gouvernement ne prend pas des mesures pour qu'on ait quand même des trains qui vont régulièrement à Parakou, parce que ce qui circule actuellement comme train, quand même, ça donne beaucoup de soucis. Donc, je pense que c'est forcément des mesures, si effectivement elles sont bien suivies, ça va faciliter quand même les échanges sur ce plan-là. D'accord. Alors, Simplice Aroton, la mise en service de ce port n'est-elle pas une procédure de simplification, sinon un moyen de simplification des procédures pour les commerçants? Bien évidemment, et lorsque mon collègue à côté disait tout à l'heure si des mesures sont prises, il n'est pas sans savoir aujourd'hui que nous sommes à l'ère de la rupture, et avant de faire sortir une décision, c'est très bien mûri. Et aujourd'hui, si on en est arrivé à mettre en service ce port, c'est déjà... Il faut d'abord comprendre tout simplement que cette décision a été très bien mûrie avant de pouvoir sortir. Parce que quoi? On est tous unanime sur le fait, et les deux sont revenus là-dessus, le port de Cotonou doit être décongestionné. Il faut faciliter le transit au pays de Netherlands. Surtout quand vous voyez la compétitivité du port de Lomé avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il fallait nécessairement faire cela. Et le président Patrice Talon est très bien conscient du fait que pour que notre économie puisse véritablement prendre son envol, il faudrait véritablement compter sur nos propres revenus, sur ce que nous produisons, ce que nous faisons nous-mêmes, puisqu'on a l'habitude de dire que nous avons une économie basée sur la fiscalité et autres. Comment faire pour véritablement regrouper des moyens d'ici même pour ne pas trop tendre la main à l'extérieur, aux étrangers. Donc, moi, je pense que pour qu'on en arrive là, les mesures ont été bien prises, bien mûries, parce que c'est achevé la construction depuis près d'un mois. Et si la note de service a attendu tout ce temps avant de sortir, j'espère et je pense très bien que ça sera bien géré. Et tout à l'heure, ils étaient en train de poser le problème de la route ferroviaire, de l'épine dorsale. Et si vous voyez très bien, ce port est confié à Samuel Dossou-Ahoré, donc qui est aussi un maillon important donc de cette construction-là du chemin de fer. Donc moi je pense que quelque part, les alentours, les pourtours, les contours donc de cette mise en service auraient été très bien mûris, et pour moi c'est d'une évidence que les choses puissent désormais prendre un envol pour que véritablement notre économie puisse s'asseoir.
Évidemment, Ange Banouin, on va s'arrêter un instant sur la ville qui abrite ce port sec Parakou, la troisième ville à statut particulier du Bénin. Quelles sont les motivations qui ont conduit au choix de cette ville? Écoutez, vous savez que Parakou, c'est une ville, du point de vue, en tout cas, qu'on pourrait dire, stratégique, en termes de, quand on parle du septentrion bénin, c'est, dirons, la métropole du septentrion. Et bien, en dehors de cela, on connaît la distance entre Parakou et les différents pays de l'Interland est plus ou moins approximativement réduite comparativement à Cotonou. Et quand on s'imagine également l'accessibilité de la ville de Parakou, il y a la route nationale inter-État 2 qui y mène. Il y a aussi l'accès, il y a aussi la voie ferroviaire, parce que notons que ce port sec d'environ 50 hectares et qui pourrait aussi, suivant les prescriptions, être auquel on pourrait également faire des extensions, fait corps également à une voie ferroviaire. C'est dit quoi? C'est dit que même si pour l'instant le grand projet épine dorsale n'a pas encore pris corps comme on l'aurait souhaité, c'est que déjà les dispositions sur le plan stratégique de l'emplacement de ce port sec permet déjà de pouvoir tout au moins pouvoir cheminer tout au moins par l'ancienne voie ferroviaire qui est existante. Et mieux, il y a aussi la route nationale inter-État qui débouche. Donc, si c'est pour le transit des marchandises vers ce port, je ne pense pas que le problème pourrait se poser, à moins que la structure à laquelle elle est confiée ne prenne pas les dispositions pour pouvoir véritablement conduire à bon escient ce à quoi ce port-là est destiné. Et je pense que pour l'homme, pour ne pas citer son nom, qui a été aussi à l'origine du projet épine dorsale et qui connaît certainement, sinon pas forcément, ce qu'implique un tel genre de dispositif en termes d'infrastructure et aussi de mesures à prendre pour pouvoir redynamiser cela. Les mesures ne seront pas, les moyens ne sont pas lésinés pour pouvoir permettre à ce port-là d'être véritablement opérationnel et de desservir véritablement les pays de l'Interland. Et mieux, quand on sait qu'aujourd'hui, Parakou, dans une certaine dynamique, se développe. Parakou, il y a 5 ans, il y a 3 ans, le visage de la ville a également connu bon nombre, je ne dirais pas en termes d'infrastructures et aussi de dispositions d'urbanisation. En général, la ville a connu beaucoup d'avancées. Donc, on peut, pour le moins qu'on puisse dire, que la ville de Parakou est en train aussi de se repositionner. Et quand vous savez que plus on a aussi des postes, sinon des centres, parce qu'on a toujours dit que Cotonou est la capitale économique du Bénin. Et si, en dehors de Cotonou, on pourrait aussi avoir une autre ville comme Parakou qui pourrait permettre aussi de redynamiser également les finances publiques à travers, parce que vous savez, un port, il y aura aussi les opérations douanières qui vont s'y effectuer. Et plus il y a aussi de marchandises qui sont convoyées, ça veut dire plus il y a de la fluidité de service, plus il y aura forcément de demandes et mieux. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les finances publiques, sinon la douane est véritablement sollicitée pour pouvoir renflouer le trésor public, et ça va certainement apporter aussi un coup je ne dirais pas un coup de pouce voilà, à cela. Et quand vous savez que aujourd'hui, si la ville en matière de recettes arrive à également à faire de bonnes opérations, c'est évident que la ville, en termes de retombées, puisse également en recevoir. Parce que je ne pense pas que la mairie de Parakou va croiser les bras aussi pour qu'elle ne puisse pas permettre à ce que, comme on le dit, il n'y ait pas une redistribution de richesses lorsque, par exemple, ce port-là va permettre de capitaliser. Parce que, dites-vous que ce port aussi va créer également des emplois, forcément. Il y aura d'autres activités qui vont certainement se drainer autour. Et c'est parti quand même, parce que lorsque chacun arrive peut-être à faire, il y a d'autres personnes qui vont certainement s'installer là-bas parce qu'il y a un port sec, ils ont des intérêts stratégiques par rapport au port. Et donc, ça va donner véritablement certainement
un coup de pouce au développement de la ville de Parakou. Très bien. Simplice, par rapport à cette même question, pour pouvoir la creuser davantage, on sait que le port autonome de Cotonou, c'est le poumon de l'économie nationale et tout le monde le dit abondamment. Lorsqu'il y a un port sec à Parakou et bien exploité, est-ce que ça ne fera pas deux pôles importants pour l'économie nationale? Justement, et moi je voudrais beaucoup plus m'intéresser au dernier pan de l'intervention de Ange. En réalité, ce qui est important aujourd'hui, quand on prend le Bénin, quand on prend les différents problèmes que nous avons, notamment celui de l'emploi, et la mise en service de ce port, en réalité, doit pouvoir quand même permettre à chacun de voir de près cette masse d'emplois qui peut naître au niveau donc de ces ports-là et dans ces environs. Et si demain, par exemple, les gouvernants, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, vont faire le bilan de ce qu'un certain nombre d'emplois ont été créés, les gens vont encore se mettre à bavarder, à crier sur les radios télévisions en disant que où sont les statistiques. Non, mais il faut arriver maintenant à constater que la mise en service de ce port sec de Parakou, cette grande infrastructure doit générer ou bien doit permettre à ce que beaucoup de jeunes puissent être employés. Et quand on s'emploie et quand on est à même de produire pour son pays, inexorablement, la caisse est renflouée. Quand la caisse est renflouée, le pays n'a plus trop besoin de tendre la main. Et je continue de le dire parce que quand vous prenez la politique de gestion, la politique d'assainissement des finances publiques du chef de l'État, il faut tout simplement comprendre que le monsieur cherche pas tous les moyens pour pouvoir faire renaître, pour pouvoir faire revivre l'économie nationale. Et la mise en service de ce port vient à point nommé. Et comme le disait tout à l'heure ici, que tous les problèmes qui ont été identifiés dans la mise en service du port sec d'Alada puissent être véritablement résolus, puissent être réglés pour que véritablement ce que nous avons dans le septentrion puisse s'accorder avec celui de Cotonou pour que l'économie béninoise puisse véritablement sortir de sa léthargie, si on peut le dire ainsi, même si aujourd'hui ça sort très vite et on le ressent quand même au niveau des instances internationales. Monsieur Dedian, en dehors de la ville de Parakou, qui est d'ailleurs la ville première bénéficiaire de cette infrastructure et d'abord de ses retombées, quel autre impact ce port sec pourrait avoir sur l'économie béninoise? Non, c'est comme on le dit, hein. On a toujours dit que le port est le poumon, par exemple, de l'économie béninoise. Et moi, je pense que qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme impact? C'est que on va constater quoi? Depuis un certain temps, et c'est une réalité, même si certains tentent de ne pas reconnaître, beaucoup de ces opérateurs, surtout des pays qui fréquentent notre port, depuis un certain temps ont éprouvé un certain nombre de difficultés, ce qui amène bon nombre à s'orienter vers le port de Lomé. Parce que, même en lisant, j'ai vu que en fonction, c'est-à-dire en s'imprégnant des difficultés que nous avons ici au port autonome de Cotonou, le port de Lomé, à travers leur gouvernement, a réuni un certain nombre d'acteurs qu'ils ont essayé d'écouter et en conséquence, ils ont mis des conditions plus faciles au niveau du port de Lomé. Ce qui a fait que beaucoup de ces opérateurs-là ont, à un moment donné, choisi par exemple de se rendre au port autonome, au port de Lomé, que de venir à Cotonou. Donc, désormais, c'est quoi? C'est-à-dire la ville de Parakou, de par sa position géographique. Si désormais les opérateurs là sont conscients, sont informés de ce que il y a l'ouverture du port sec de Parakou, je pense que de par sa position géographique, la plupart d'entre eux, si effectivement il y a eu des conditions encore pour leur alléger un peu les difficultés qu'ils éprouvaient, je pense que bon nombre d'entre eux vont revenir forcément. Parce qu'ils avaient déjà l'habitude de fréquenter le Bénin.
Mais c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de difficultés, surtout dans la gestion que nous-mêmes, Béninois, nous faisions de notre port, que certains ont dû partir. Et dans ce sens, c'est l'économie béninoise qui sortira davantage soulagée, parce que quand ils vont venir, c'est forcément des recettes que nous allons davantage collecter. Et je pense que sur ce plan, il n'y a rien à dire. Maintenant, mon ami parlait tout à l'heure, par exemple, de la question de l'emploi. Effectivement, c'est des milliers d'emplois qui seront générés aussi. Et c'est toujours dans le sens de permettre à notre pays de connaître un essor économique. Mais l'autre chose que moi je veux souligner, c'est que pour une fois encore, les Béninois font comprendre que le président de la République, ou du moins le gouvernement Patrice Talon, ne privilégie pas forcément des étrangers aux Béninois que nous sommes. Parce que quand on voit en nous l'expertise, pourquoi alors aller ailleurs? Aujourd'hui, on a confié la gestion de ce port sec-là, comment on appelle-t-on, APIC Network Limited, qui n'est qu'une filiale du groupe pétrolier. Donc je pense que ce qu'on va souhaiter, c'est que ce groupe arrive véritablement à montrer sa capacité à être à la hauteur de cette gestion-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que les marchandises ou bien les conteneurs arriveront toujours par, comment on appelle-t-on, le port autonome de Cotonou. Oui. Mais il faut mettre maintenant des moyens en place pour que le déplacement des conteneurs vers Parakou soit facilité. Et pour y arriver, il faut forcément qu'on nous dise que le projet Épine Dorsale a véritablement pris corps. J'ai salué le président. Ça sera forcément, on va dire, le nœud même. Bien évidemment. Et moi, j'ai salué la décision du chef de l'État à un moment donné qui, effectivement, s'est plié à la décision de la justice qui a donné raison à Samuel Dossou. Mais dans un autre temps, qui a demandé aux deux opérateurs de reconnaître leurs limites à pouvoir réaliser ce projet et donc à s'orienter vers les Chinois qui ont l'expertise en la matière. Mais depuis, on n'a plus aucune information et ça traîne. Donc je dis il faut que véritablement que ça bouge sur ce plan aussi. D'accord, il faut que ça bouge. Il va falloir redynamiser le chemin de fer. Mais vous savez, le port sec, dans sa conception, est un outil stratégique, mais qui permet non seulement de faciliter le transport comment on dit, des conteneurs et aussi d'alléger le coût des prestations aux opérateurs économiques, mais aussi aux acheteurs. Et au-delà de tout ce qui est dit, de tout ce qui a été mis en place pour pouvoir confier ce port-là au groupe pétrolin, c'est qu'il faudrait attendre véritablement qu'au-delà de tout ce qui se dit sur les compétences, sinon sur les aptitudes techniques de ce groupe-là, que cela puisse se démontrer sur le terrain et qu'on n'ait pas à revivre, sinon à ce que les opérateurs économiques réchignent de s'y rendre, de pouvoir converger leurs activités vers ce port-là. Quand on se rend compte des différents atermoiements qu'il y a aujourd'hui autour de la mise en place, par exemple, des activités vis-à-vis du port d'Alada, en ce qui concerne les remontées d'informations, et mieux en ce qui concerne la compétitivité. Parce que lorsque vous savez qu'aujourd'hui on a un port comme celui de Lomé à côté du port de Cotonou, qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, est en compétition nette vis-à-vis au port de Cotonou, je pense que c'est un atout majeur que le groupe pétrolin qui aura la charge d'exploitation de ce port puisse prendre des dispositions techniques et aussi l'expertise qu'il faut pour que cette activité-là puisse se mener comme on le dit, puisse bien se mener et permettre à redonner confiance aux opérateurs économiques et mieux, à permettre également à la douane béninoise de pouvoir faire sa mission régalienne. Parce que n'oubliez pas que lorsque, par exemple, on installe également un port, c'est pour pouvoir permettre également à la douane de pouvoir mieux suivre ce qui se fait et de pouvoir véritablement permettre également à ce qu'il y ait un retour en ce qui concerne le renflouement
finances publiques. Merci. Vous parliez tout à l'heure de la douane. Ça nous amène directement dans le deuxième sujet de ce matin avec cette synergie-là qui a été renforcée entre les douanes nigérianes et béninoises. Mathias Kouloji Dedjan, on sait que la mise en œuvre effective de l'interconnexion entre ces deux douanes est entrée en vigueur depuis le 26 janvier 2019 à l'occasion de la Journée internationale de la douane. Mais le mardi 11 juin dernier, les administrations douanières du Bénin et du Nigeria se sont mobilisées au poste de contrôle juste à poser de Craquet afin de sensibiliser les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane agréés et autres acteurs du commerce transfrontalier sur les nombreux avantages de cette réforme. Alors justement, parlant d'avantages, quels sont-ils ces avantages-là? Même avant de venir aux avantages, je pense que entre le Bénin et le Nigeria, il se passe beaucoup d'activités commerciales qui du coup échappe même parfois au contrôle douanier. Et vous n'êtes pas sans savoir, le produit que nous avons l'habitude de prendre tous, c'est de l'essence relatée. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'autres produits, et surtout des produits alimentaires qui passent par des circuits qui échappent, je pense, à tout contrôle douanier. Donc je pense que si aujourd'hui la douane béninoise et celle nigériane décident de se mettre en synergie d'action, c'est pour une efficacité également d'action. Et désormais, ces deux douanes, j'allais dire, pourront davantage mieux échanger entre eux. Et du coup, on pourra mettre des stratégies en place pour que s'il y a des circuits qui en temps étaient délaissés, ensemble, les deux douanes puissent véritablement suivre tout ça. Et ça va permettre à ce que les recettes douanières puissent augmenter pour les deux pays. Donc, au finish, c'est des mesures qui vont nous permettre quand même de faire grandir notre économie, qui déjà depuis un certain temps est en train de faire ses preuves. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, Simplice, de quel œil vous voyez cette collaboration? Non, mais c'est salutaire dans la mesure où, comme il vient de le dire, ça permettra non seulement de renflouer, non seulement de supporter un peu l'économie nationale, mais ça permettra également de voir quelle qualité de produits entre dans les deux pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Nigeria lutte pour et contre la commercialisation du riz et de chez nous, chez eux là-bas, parce qu'ils estiment qu'il faudrait que leur population puisse consommer le riz qu'ils fabriquent là-bas eux-mêmes. Et nous aussi ici, nous sommes en train de lutter contre peut-être la commercialisation de l'essence frelatée, et aujourd'hui on peut le constater avec les stations essence qui sont un peu partout dans le pays, et petit à petit nous y arriverons. Également, ce que nous consommons. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de produits frelatés qui quittent le Nigeria par des voies qui ne sont pas indiquées et qui atterrissent chez nous ici. Et malheureusement, tout le monde n'étant pas instruit, les gens en consomment et les gens meurent chaque jour que Dieu fait. Donc, cette synergie d'action entre les deux et services de douane de notre, des deux pays pourra véritablement permettre à ce qu'on puisse avoir un œil sur non seulement les produits, mais également sur ce qui entre en matière de recettes. Et ça participe également de l'essor et de l'évolution donc de notre économie qui déjà depuis peu est en train véritablement de sortir de l'ornière, il faut l'avouer. Ange Banouin. Vous savez qu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, il y a une boutade d'un opérateur économique nigérien qui a fait pratiquement le tollé sur la toile. Et c'est dit quoi? C'est dit que quelque part, parfois, il y a des choses qui semblent révérbatives, mais dans une certaine mesure, c'est parce que sur le plan administratif, on ne sent pas la mise en œuvre des dispositions ou bien des mesures qui sont, tant pour le moins qu'on puisse dire, annoncées. Et tout le monde sait qu'on a toujours tagué certains opérateurs économiques que je ne voulais pas parler, comme certains d'opérateurs économiques. Quelqu'un a parlé, en tout cas a fait des qualifications sur les opérateurs économiques. On n'a pas forcément relayé ces qualificatifs, mais bon. Et dit qu'aujourd'hui, c'est non seulement dans une certaine dynamique, parce que vous savez, avec la libre circulation des personnes
et des biens dans l'espace CEDEAO, il y a l'installation des postes de contrôle juxtaposés qui permettent aujourd'hui aux douanes des pays frontaliers de pouvoir travailler, collaborer ensemble. Et mieux, au-delà de cela, il y a eu du côté du Niger, par exemple, une interconnexion entre le système informatique des douanes des deux pays. Et je pense que ce qui s'est passé le 11 dernier au niveau avec le Nigeria permet dans une certaine mesure aussi de renforcer la coopération entre les douanes des deux pays. Quand on sait que toutes les fois où il y a eu des activités au Bénin comme au Nigeria, ces deux douanes-là sont accompagnées. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où on essaie de lever les barrières, de permettre à ce que le citoyen lambda qui est dans l'espace CEDEAO se sente chez lui et qu'il ne soit pas astreint à des mesures qui pourraient peut-être l'amener, parce que vous savez que les postes frontaliers sont des postes où il y a assez de vices, surtout en termes de corruption, et aussi fermer également les vannes de la contrebande. Parce que, vous savez, on a tôt crié de dire que la faute est à X ou à Y, mais lorsque au niveau du système, du mécanisme qui est mis en place en termes de structure, sinon de la police douanière, si on peut pour ainsi parler, et il n'y a pas une synergie d'action, on va penser que peut-être que la faute est d'un côté ou de l'autre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte d'une certaine intelligence entre les douanes des deux pays, on peut pour le moins espérer que cela puisse endiguer en tant soit peu les opérateurs indélicats qui, ma foi, non seulement portent un véritable coup de boutoir au renflouement des finances publiques, mais également qui mettent mal à l'aise l'image des pays, de ces pays qui, pour le moins qu'on puisse dire, sont des pays frères. Alors, lorsqu'on parcourt un peu les documents qui informent davantage sur les avantages de cette collaboration, Mathias Koulondi, déjà, on découvre par exemple que il y a beaucoup d'avantages comme la déclaration en détail unique à utiliser lors des transactions entre les deux pays, la facilitation des échanges entre les deux pays et par conséquent la réduction des coûts de transaction, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, la prévisibilité et la transparence, la lutte efficace contre la corruption, une augmentation significative des recettes douanières, le renforcement de la sécurité à travers le déploiement du matériel à caractère non intrusif, voilà, des scanners. Il y a aussi l'intensification des relations diplomatiques entre les deux pays, etc., etc. Ça veut dire qu'il fallait vraiment cette collaboration, encore que le Nigeria, c'est le géant voisin de l'Est. Absolument. Nous ne pouvons pas vivre sans le Nigeria. Et quand je le dis ainsi, c'est pas pour dire que sans le Nigeria, nous allons tous mourir. Non. C'est-à-dire notre pays ne s'arrête pas. Voilà, notre pays ne peut pas espérer un réel développement sans exploiter cette chance-là que constitue pour lui, j'allais dire, le Nigeria d'à côté. Et moi, je suis heureux de voir que les deux douanes aujourd'hui vont aller, chacune d'elles, à l'école de l'autre. Pour que, quand il y a déjà des stratégies de l'autre côté qui permettent, par exemple, au Nigeria, par exemple, de facilement, comment appelle-t-on, avoir des recettes pour soutenir le Nigeria, que le Bénin désormais apprenne, ou du moins aille à cette école pour ramener cette stratégie-là ici. Maintenant, moi, je voudrais souligner un aspect. C'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises chez nous ici au Bénin qui font du faute de comment appelle-t-on, ou bien à cause de la mévente des produits. Et pourtant, c'est pour la plupart du temps des produits quand même qui ont subi un certain nombre de normes et donc répondent à un certain nombre de réglementations en termes de qualité. Mais ces sociétés ferment pourquoi? Tout simplement parce que les mêmes produits, c'est-à-dire les produits de même nature, sont envoyés du Nigeria par des voies où les gens n'ont pas eu des tracasseries douanières et tout ça. Et ces produits sont vendus peut-être 5 fois, même 10 fois moins cher que ce que les Béninois se chinent à mettre au point comme produit ici. Et la conséquence directe, c'est quoi? C'est que ces entreprises, quelques années après, sont obligées de fermer parce que dès que ça va continuer, c'est des prêts qu'ils ont déjà eu à contracter et tout ça. Donc pour moi, c'est que désormais, dans cette synergie d'action, si on arrive véritablement à maîtriser nos frontières terrestres et même autres que terrestres par lesquelles les gens amènent ces produits-là, et qu'on les soumet aux mêmes tracasseries que vivent déjà un certain nombre d'entreprises au plan national et tout ça, je pense que non seulement ça va permettre à ce que
des jeunes qui ont d'initiative pour continuer à mettre des produits au point et tout ça là, puissent être soulagés. Et secondo, c'est que les deux pays vont pouvoir, d'ici quelques années, dire, mais écoute, nous avons exploité ça et que ça nous a apporté chacun de nous en tout cas, beaucoup de facilité parce que désormais, c'est la caisse de ces États-là qui vont connaître quand même des recettes en augmentation. Alors, Aroton. Bon, moi, je pense qu'il faut véritablement revenir sur ce qu'il a dit. Parce que si on n'explique pas très bien, quand ça va commencer, les Béninois que nous sommes, nous allons encore commencer par crier pour dire que les gouvernants, ceux qui nous dirigent actuellement sont là et tout devient cher. Parce que la contrebande va diminuer. Justement, la contrebande va diminuer et ce qu'il a dit, lorsque on n'aura plus la voie libre pour pouvoir circuler ces produits-là au Bénin, pour pouvoir les revendre à bas prix, ça va augmenter les prix. Ils seront obligés de se mettre au même niveau que les autres. Et à partir de 500, on va commencer par dire que, voilà, il y a la cherté de la vie, tout devient cher, les salaires n'ont pas augmenté. Si. Donc, il faut véritablement que les gens puissent comprendre que c'est dans la perspective de pouvoir véritablement renflouer les caisses de l'État, de pouvoir permettre réellement un contrôle au niveau donc de ces frontières que une telle synergie d'action est sollicitée. Donc c'est l'explication là même qu'il faut donner aux gens pour pouvoir les mettre au même niveau d'information. Et lorsqu'ils vont constater que tel produit a pris du prix sur le terrain, ils vont pouvoir s'en rendre compte réellement que c'est parce qu'à un niveau, on est en train de lutter non seulement pour leur sécurité, mais pour la stabilité économique et financière donc du pays. On va finir très rapidement avec un dernier tour de table. Ange Banouin, quelles sont les perspectives? C'est vrai, une collaboration, mais pour quel résultat, pour quelle efficacité sur le terrain? Premier résultat, c'est la limitation de la contrebande. Et deuxième résultat, c'est l'amélioration des recettes douanières, sinon des recettes publiques. Et peut-être troisième résultat, c'est une libre collaboration, sinon une collaboration plus ou moins entre opérateurs économiques des deux pays. Parce que qu'on le veuille ou pas, le Bénin et le Nigeria, c'est une histoire, c'est au-delà même de l'économie, c'est pratiquement le même peuple et de la même manière, les échanges économiques se font entre les deux pays pratiquement sur les mêmes besoins et il faudra certainement revoir dans quelle mesure, par exemple, les dispositions douanières pourraient être prises pour que on ne soit pas forcément tenté, bien qu'on ait le port de Cotonou, qu'on soit tenté d'aller faire de la contrebande avant de pouvoir avoir certains produits à des prix, pour le moins qu'on puisse dire, abordables. Parce qu'il y a aussi ces mesures-là au niveau des instances, en tout cas de la douane, qui ne permettent pas, qui font que certains opérateurs, ils se disent, mais on a le produit sur le marché, mais on a de l'autre côté l'invasion de ces produits-là sur notre territoire, mais qui, dans une certaine mesure, portent un coup de boutoir à leurs entreprises. Il faudrait qu'aujourd'hui, avec la mise en tout cas, les dispositions qui sont prises, que les douanes des deux pays puissent réfléchir sur les dispositions à prendre pour pouvoir permettre à ce que les opérateurs économiques ne soient plus obligés forcément de contourner les règles, mais qui se sentent véritablement fiers de pouvoir contribuer au développement des pays respectifs. C'est un peu ça, Aroton? Oui, justement, il faut alléger les conditions, il faut alléger tout ce qui entre dans le cadre de la circulation donc des différents produits au niveau de ces frontières-là pour pouvoir permettre véritablement aux opérateurs économiques de ne pas se sentir asphyxiés pour que les Béninois en retour ne se sentent pas également asphyxiés par la hausse peut-être des prix des produits sur le terrain. Monsieur Dejan, rapidement. Oui, je pense que les résultats, comme il l'a dit déjà, c'est comment on appelle la régression de la contrebande et le renforcement des deux économies, celle nigériane et celle du Bénin. Et moi, je voudrais quand même inviter les gouvernements des deux pays-là à revoir quand même à la baisse le coût de la douane pour que les gens, une fois sensibilisés, puissent véritablement se dire maintenant il faut que j'aille dédouaner mes produits pour que... Je pense même qu'il y a eu... c'est juste... 10 secondes. Je ne dirais pas que c'est un exemple qui n'est pas, en tout cas pour le moins qu'on puisse dire, au niveau de la DGI,
des impôts où on a récompensé par exemple les meilleurs contributeurs. Si la douane aussi pourrait faire un travail du genre, ça qui sera... va influencer les opérateurs économiques à se sentir fiers de contribuer à l'économie de leur pays. Merci infiniment à vous, Ange Banoué, directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité. Mathias Koulodi-Dedjan, acteur politique, contrôleur qualité dans une société de la place. Simplice Arroton, journaliste. Merci à tous d'avoir participé aux échanges de ce matin.